Joel Alvarez m'a choqué. Tony Ferguson, ce n'est ni son premier, ni son deuxième, mais bien son troisième combat de trop. Figgy à 3-0 en featherweight. Je reste sur mes positions concernant Shara Magomedov et un Umar Nurmagomedov absolument effrayant. Je vous en fais le récap de l'UFC Abu Dhabi juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, par ordre chronologique, Joel Alvarez. On va commencer par ça. Il est maintenant à 21 victoires, 3 défaites dans sa carrière professionnelle, 100% des victoires par finish. C'est chaud, c'était la troisième fois qu'il voyait le troisième round dans sa carrière. Quel stade de malade. Il mesure 1m91, il a 1m96 d'allonge. Le mec est un lightweight. Il est géant pour la division. Ses seules défaites à l'UFC, c'est contre Damir Ismagulov et contre Arman Tsarukyan. Là, il a clairement tabassé Elves Brener, qui lui-même est un monstre. Franchement, lui-même est très très fort. Il a fait une belle ascension à l'UFC. Là, il est tombé sur deux très très gros morceaux, Oral Bay et maintenant Joel Alvarez. Donc, grosse perf de Joel Alvarez, parce que pour faire ça à Elves Brener, il faut vraiment se lever tôt. Donc, je pense qu'il s'était levé tôt pour ce combat. Personnellement, j'ai beaucoup aimé son style de pression. Il a un genre de style de pression de prédateur. Il met une pression de prestance. Il est très patient. Il y a peu de déchets dans son jeu. Il va attaquer sur des moments opportuns, mais son adversaire se sent un peu forcé de reculer. Pourtant, on a un Elves Brener qui est lui-même de la shootbox de base, qui est très agressif dans son style, mais qui là était complètement sur le reculoir, complètement désemparé. Il trouvait pas de solution, ni défensivement, ni offensivement. Joel Alvarez, ses changements de rythme sont assez impressionnants. C'est là où on voit, on arrive, je trouve, à comprendre comment et pourquoi il est opportuniste. Il a vraiment ce style, comme je dis, pression lente, patiente, mais quand il accélère, c'est sur des moments opportuns et c'est vraiment pour chercher la porte d'entrée vers le finish. Des genoux sautés, des high kicks, le mélange des deux. Il attaque, il arrive au clinch, il envoie une multitude de genoux. Ah, il a faim du finish, et quand ça va au sol, ou même pas au sol, la guillotine qu'il attaque pour aller au sol, pour aller chercher le Dars à la fin du premier round, c'est juste superbe. Vraiment, le mec est pas dans le top 15 des lightweight, et il va être difficile à abattre. Vraiment, il est très très fort. Ses attaques au corps, j'ai vraiment aimé. Très simple, très mesuré, très efficace. Travail très agressif au clinch, comme j'ai déjà dit. C'est contre aussi, parce qu'on a tendance à dire, voilà, quelqu'un qui met la pression, qui est très fort quand il engage, qui change de rythme, bah, il faut pas lui laisser prendre le rythme, mais il faut engager. Et quand Brenner essayait d'attaquer, il se faisait contrer salement, surtout dans le troisième round. Il a vraiment, il était quasi en flow state. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai absolument kiffé. Alors, je sais pas vous, mais j'ai envie de dire, if you know, you know. Le prochain combat de Joel Alvarez, j'espère que ce sera contre Miktinbek Orolbaï. C'est un combat de malade. Alors je sais, l'UFC, on n'aime pas trop qu'ils croisent les gros prospects trop tôt dans leur carrière, parce que là, ce serait à l'entrée du top 15 des lightweight. Mais les lightweight est une division tellement profonde, avec tellement de talent, où on n'a pas spécialement besoin de 109. C'est toujours mieux d'en avoir, certes, mais on n'a pas absolument besoin d'avoir 209 maintenant, qui montent dans le classement, qu'on pourrait faire ce combat maintenant pour ne pas manquer l'opportunité et pour en avoir un qui soit vraiment propulsé vers le top 10 et l'autre qui aura l'occasion de se reconstruire. En tout cas, voilà, c'est peut-être mon envie de fan qui parle. J'aimerais voir ce combat. Maintenant, s'ils veulent les faire monter chacun de son côté, ça me dérange pas non plus, du tout. Alors, Tony Ferguson, il est rincé. Il est rincé. On va parler français. C'est un favori des fans, fan favorite comme on dit en anglais. Là, c'est sa troisième défaite de trop. Après celle contre Nate Diaz, qui, on pourrait mettre un argument, était déjà de trop. Mais là, clairement, après sa défaite contre Nate Diaz, ça devait déjà être stop. L'UFC aurait déjà dû dire stop, sa femme aurait dû dire stop, ses coachs auraient dû dire stop, son manager aurait dû dire stop, lui-même aurait dû dire stop. Ça va pas. Il a plus de timing, il a zéro réflexe, il a aucune vitesse, il a perdu tout, tout,
tous ses automatismes. C'était un combattant qui reposait beaucoup sur sa vitesse, son cardio, son menton et un large arsenal technique avec un brin de folie. Il a perdu tout ça. Il a 8 défaites consécutives. Et c'est pas contre les meilleurs noms, récemment. Sur les 8 défaites consécutives, il y a 5 par finish. 2 KO, 3 soumissions. Alors, la prise de dos et l'étranglement de Chiesa sont très très beaux. C'est sa spécialité et ça se voit. Je ne discrédite pas du tout son travail, mais Ferguson, il était à la ramasse dans tout le combat et dans la séquence de finish, il avait même pas un temps de retard, il avait 2 temps de retard. Il n'a rien proposé. Et il dépose qu'un gant, il doit parler. Non, il faut. Stop. Il a dit, je dois parler à ma femme. Sa femme, elle doit l'attendre à l'entrée en disant, écoute, maintenant, famille, tu te focuses sur quelque chose d'autre, tu fais quelque chose en après-carrière, mais là, c'est plus possible. C'est plus. Et l'UFC, franchement, ce serait un scandale que l'UFC lui propose encore des combats. Ok, t'es une machine Afrique, mais là, faut arrêter de déconner. Bref, on va pas trop s'étendre. Pareil pour le prochain combat, je vais pas trop m'étendre. Figueiredo contre Vera. C'était sympa, sans plus. On a un très beau premier round de Figueiredo avec des beaux takedowns réactifs. Franchement, il est très chiant à combattre. Il est très chiant à combattre parce que il a vraiment une posture assez bizarre où il met beaucoup son poids vers l'arrière. Il met une distance de karaté, donc on est à une distance où on ne sait pas se toucher sans faire un grand pas vers l'avant. Il est capable lui-même d'exploser, de toucher et de sortir. Et ses adversaires, quand ils veulent casser la distance, ils luttent réactivement. Il a une très bonne lutte réactive. Donc sur le premier round, indiscutable, il touche, il lutte réactivement, il prend ses temps de contrôle avec un schéma offensif, ça se relève, il retouche. Voilà, très beau premier round pour Figueiredo. Je pensais qu'il allait avoir un genre d'autoroute vers la victoire pour lui. Et puis on a un Vera qui honnêtement fait des bons ajustements. Et c'est peut-être une de ses forces à Marlon Vera. Il est du genre à faire des bons ajustements en combat et là il l'a prouvé. Dans le deuxième round, il attaque de loin et il anticipe un peu la lutte réactive, ce qui fait qu'il bloque et sprawl et ça fonctionne bien. Et puis à distance, bah, il mène les échanges tout simplement. Donc pour moi, il prend le deuxième round. Je sais qu'il y a un juge qui donne 30-27. Pour moi, le deuxième round va à Vera parce qu'il fait les bons ajustements. Et bon, on peut pas donner un round parce qu'il fait les bons ajustements, mais les bons ajustements l'amènent à ne pas se faire amener au sol et pour moi à prendre les rares échanges qu'il y a eu debout. C'était un deuxième round à faible intensité. Dans le troisième round, on a un Figueiredo qui ajuste en acceptant le combat debout. Il se rend compte que depuis le deuxième round, il n'arrive plus à appliquer sa lutte réactive. Et tout simplement, debout, c'est celui qui touche plus dur. Dans le troisième, tout simplement. Donc il prend le troisième round. Alors oui, il a continué à tenter les amener au sol, mais je pense que c'était pour varier son jeu et pour pouvoir surprendre avec ses frappes. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce combat. Je l'ai bien aimé. C'est pas le combat que je vais regarder 10 fois, mais Figueiredo qui monte chez les featherweight en tant qu'ancien champion où il met quand même un long chemin vers le titre parce que là, le title shot n'est pas garanti. J'ai pas pour souvenir d'avoir un champion d'une catégorie de poids qui perd juste sa ceinture. C'est pas qu'il était sur 3 défaites consécutives en flyweight. Il perd juste sa ceinture, il monte, il doit prendre Font, Garbrandt, Vera. Alors c'est pas les 3 noms qui, voilà, Garbrandt c'est un peu dépassé. Vera, c'est pas le gars qui te garantit un title shot sur une victoire contre lui. Font, il était déjà assez bas dans le classement à ce moment-là. C'était juste pour, à mon avis, faire un test de ce qui valait en bantamweight, pardon. J'ai dit featherweight d'ailleurs, je me suis trompé. Sorry, un peu fatigué. En bantamweight. Là, évidemment, dans le haut du classement, on va en parler plus tard, mais il y a Nurmagomedov qui mérite le title shot. Donc je pense, et ça me plairait énormément, Figueiredo contre Petorian, c'est du coup le seul combat à faire et ça me plaît énormément sur papier. Alors, Charapoutine, Magomedov. Je disais en intro, je reste sur mes positions. C'est-à-dire, il est arrivé à l'UFC avec un buzz qui ne reflète pas son niveau. Mais il a le calibre UFC. Je m'explique. Il est arrivé avec un palmarès invaincu, avec beaucoup de finish. Donc c'est vraiment un palmarès de tueur à gage avec une tête de tueur à gage. Et ça lui a fait un buzz de dingue. L'UFC nous l'a vendu comme un énorme prospect. Et puis ça a fait un peu un genre de pétard mouillé à son premier combat, même à son deuxième combat. Et je pense que si je vais lire sur Twitter aujourd'hui, à son troisième combat aussi. Pour moi, la réalité, c'est que il a construit ce palmarès contre des faire-valoir. Et il n'est pas le tueur à gages qu'on nous a vendu. Ça joue contre lui. Les gens sont déçus de son niveau parce qu'on s'attendait à mieux. Mais il a clairement sa place à l'UFC. Pour preuve, il a 3 victoires à l'UFC avec sa victoire ce soir. Donc,
On va parler français. Il a un très bon striking offensif. Voilà, c'est tout. Il a des bons kicks, des low kicks qui claquent très très fort. Il a une souplesse de jambes de dingue. Il est rapide. Il se déplace assez bien sur l'extérieur. Ses attaques sont intéressantes à toutes les distances. Au clinch, il y a des genoux qui sortent. Il y a des coudes qui l'essayent. Des genoux sautés de temps en temps. Son anglaise lui sert un bon petit check hook en reculant. Voilà, striking offensif très décent. Striking défensif, moyen. Surtout en ligne en anglaise. Sous pression, ça commence à aller, c'est pas ouf. Lutte défensive, inexistante pour l'instant. Grappling défensif, j'ai beaucoup de doutes. Je pense que ce que je veux dire par là, c'est on peut être déçu de son niveau parce qu'on l'a survendu. On peut pas contre-argumenter, selon moi, sur le fait qu'il a le niveau UFC. Et quand je dis niveau UFC, c'est pas niveau top 10. C'est il mérite sa signature à l'UFC. Il mérite sa place à l'UFC. Par contre, voilà, il n'a pas encore le niveau top 10. Il a 30 ans. Il commence à se faire ses dents. Son plafond de verre, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que dans le futur, il peut être top 10? C'est un peu la même question qu'on avait avec Paddy Pimblett. Pour moi, bah oui, mais il doit progresser. Aujourd'hui, il prend un top 10, il perd. En tout cas, c'est mon avis. Il prend un top 10 de la division. Il sera ultra underdog selon moi. Donc ma conclusion, il doit progresser, il doit prendre son temps. Maintenant, on sait que l'UFC va vouloir le mettre sur le 308. Donc, est-ce qu'il va encore lui trouver un adversaire qui correspond à son profil pour qu'il puisse avoir une 4e victoire? Mais à partir d'un moment, tu peux plus mentir. À partir d'un moment, tu seras à 4-0 à l'UFC, tu vas devoir prendre un top 15. Et donc là, ce sera intéressant pour lui, selon moi, encore une fois, que son management mette un peu le pied sur le frein et dise, OK, tu as été très actif. Là, tu as un palmarès à l'UFC et un palmarès tout court qui reflète pas spécialement ton niveau. Tu vas devoir te taper un top 15 dans ton prochain combat. OK, ton prochain combat, ce sera dans 10 mois. Progresse sur tous tes problèmes et continue à alimenter tes forces. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Profitez-en pour vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Alors maintenant, on va parler du main event. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Vous le savez, Cory Sandhagen, c'est mon combattant préféré. Donc forcément, il y a une déception en tant que fan. Mais comme très souvent, il y a toujours le fan de MMA qui prend le dessus sur le fan d'un combattant chez moi. Donc ce combat, je l'ai absolument kiffé. Je l'ai kiffé pour plein de raisons. La première raison, les scrambles. La technique des scrambles, d'un côté comme de l'autre, c'était exceptionnel. On a vu un Cory Sandhagen qui a pas changé ses habitudes, je vais le dire comme ça. Il n'a pas changé ses habitudes en grappling. Il expose beaucoup son dos. Par contre, il a fait en sorte que cette habitude ne puisse plus être exploitée. Parce qu'il a exposé son dos combien de fois? 5, 6, peut-être 7 fois dans le combat. Et jamais Oumar a réellement réussi à bien exploiter ça. Il n'y a pas un moment où Oumar, à partir du dos, a vraiment été ultra menaçant. Peut-être la toute première. C'était peut-être aussi mon stress qui faisait que mais ouais, les scrambles de Cory Sandhagen, les crâne b-roll, casser le lock pour sortir, la vitesse à laquelle il se retournait quand c'était debout et que son dos était pris pour sortir de là, les changements de direction pour sortir du dos, la lutte pour pas que Oumar puisse crocheter. Oumar, à un moment, je pense que c'est dans le 2e round ou dans le 3e, qui vient menacer une Kimura pour pouvoir conserver le dos. C'était splendide. Franchement, tout ce qui s'est passé dans le département du grappling, c'était absolument splendide. Et là, je vais faire un aparté parce que c'est le bon moment. Merci à eux deux, respect à eux deux, parce que là, je suis en train de parler de Cory Sandhagen qui a très très bien bossé sur ne pas modifier son habitude, mais faire en sorte qu'elle soit plus exploitable. Et de l'autre côté, on a Oumar Nurmagomedov qui a quand même réussi à prendre des bonnes positions et à garder un certain contrôle face à une savonnette. C'est aussi simple que ça face à une savonnette. Donc les deux ont montré un niveau exceptionnel au sol. Et alors, c'est là où les Nurmagomedov sont effrayants. Franchement, cette famille slash équipe, elle est effrayante. Impressionnante, effrayante. On a d'abord eu Khabib qui était juste submergent dans son domaine de prédilection, dans la lutte et le grappling. Et maintenant, on a des Islam Makhachev, on a des Ousmane Nurmagomedov au Bellator, on a des Oumar Nurmagomedov ici. Et j'avais vu aussi un gars qui était C'était au PFL qu'on l'a vu? PFL MNA, je pense. Un gars de cette équipe, je me rappelle plus de son nom. Même principe. Donc, ils ont clairement leurs fondamentaux. On va dire que le fondamental de cette équipe, c'est le grappling et la lutte submergente. Alors, aucun des noms que j'ai cités n'a cette lutte submergente de Khabib, mais on est quand même sur un niveau exceptionnel, A+, A++ même. Et aujourd'hui, tous les noms que j'ai cités, ils ont un pied-point.
qui est développé. On a un Islam Makhachev qui vient d'ennuyer, vraiment ennuyer, Dustin Poirier debout. On a un Ousmane Nurmagomedov qui fait du bon taf debout au Bellator, avec une souplesse de jambes exceptionnelle. Et on a un Oumar Nurmagomedov ici, qui avait gagné à son antépénultième combat maintenant. Je reviens pas sur le nom de son adversaire, Barcelos, par KO, sans chercher la moindre amenée au sol, à la fin du premier round, sur un genou direct. Magnifique. Et là, on a un Oumar Nurmagomedov qui a plus que tenu tête à Sandhagen debout. Il y a certains rounds où il gagne simplement debout, et les autres rounds où c'est tellement serré debout qu'il va les gagner grâce à la lutte sur la dernière minute, où il va lutter sur la dernière minute, prendre le dos, et ça convainc les juges de dire, ok, j'étais sur un 50-50, peut-être un 55-45 pour Sandhagen, et pouf, ça me fait pencher de l'autre côté. Et donc il s'est garanti 5 rounds aux yeux d'un juge et 4 rounds aux yeux des deux autres. En fait, ce qui me fait peur, c'est d'essayer de réfléchir à comment battre ce style, parce que franchement, c'est chaud. C'est chaud. Alors, évidemment, la conclusion. Comme j'avais dit dans l'analyse avec Brian, si Sandhagen gagnait, on espérait que Sean O'Malley allait gagner. Comme ça, on avait Sean O'Malley contre Sandhagen pour la ceinture. Ici, c'est Oumar qui a gagné. Selon moi, cette victoire-là, mec, t'es numéro 10, tu bats le numéro 2, qui avait un gros argument pour le title shot. T'es invaincu. T'as le nom Nurmagomedov. Bon, ça devrait pas peser dans la balance, mais on sait comment ça fonctionne. C'est le title shot. Pour moi, il grille la priorité à tous les autres. En plus, avec cette performance. Pour moi, voilà, je sais pas si c'est le recency bias, mais voilà, pour moi, le title shot serait mérité pour Nurmagomedov. Et par conséquent, si c'est contre Valishvili, c'est un combat que j'ai envie de voir. C'est un combat que j'ai envie de voir. Voilà, je pense que c'est tout. Pour Sandhagen, la suite, à voir. Hein. À voir, c'est difficile pour lui. Il a perdu contre Petr Yan, perdu contre TJ Dillashaw, perdu contre Aljamain Sterling, perdu contre Nurmagomedov, mais il a vraiment un sale niveau. Continuez d'espérer, parce que je ne le vois pas monter en featherweight. Vraiment pas. Même s'il est grand pour la division, peut-être. Peut-être. Ouais, ça demande du temps de réflexion. C'est lui qui décidera. Il est très intelligent, on le sait. Donc on espère qu'il pourra se refaire et qu'il pourra continuer à travailler vers ses objectifs. Merci à tous, c'était Chris Genacht. Pensez à vous abonner, on est sur la route vers les 50 000. Belle journée, belle soirée, bon dimanche à tous, belle semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.